Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Eli Tomac, véritable légende du supercross et du motocross, et vous allez voir que depuis son plus jeune âge, tout est dédié à la poursuite d'un rêve, c'est-à-dire de devenir un futur grand champion de moto. Moi, ce qui me plaît vraiment chez lui, c'est cette simplicité en fait. Vous allez voir à quel point ça bosse dur, et c'est tout. Ce qui a fait de lui en fait une véritable machine, c'est un titan dans ce milieu-là, puis voilà, c'est un malade de travail. Vous allez voir, c'est assez dingue. Alors évidemment, moi ce qui me plaît dans ce format de vidéo, quand il s'agit de retracer un petit peu le parcours des pilotes comme ça, c'est de parler de tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est habitué aux résultats de course, notamment si on suit les différents supercross, les motocross, que ce soit aux US ou en Europe. Il se passe tellement de choses en fait pendant l'enfance. Moi ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir à quel moment il y a un déclic qui mène vers une certaine réussite. Tout ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Évidemment, vous comprenez bien qu'avec le parcours d'un mec comme Eli Tomac, j'ai dû faire une sélection d'un point de vue résultat de course. Si vous voulez, le but c'est vraiment de parler de son histoire, de ses accomplissements. Évidemment, il y a les résultats de course qui vont avec. En revanche, si on doit tout citer un par un, eh bien ça risque d'être fastidieux et très long. Et du coup, ça vous engagerait à vous taper une dizaine de paquets de cacahuètes, et je n'ai pas envie d'être responsable d'un éventuel embonpoint chez vous. Voilà. Ça part d'une très bonne intention, rassurez-vous. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait une sélection parmi ces résultats, des résultats cohérents, en tout cas des résultats qui ont fait qu'il a marqué l'histoire du motocross. Et toutefois, s'il y a une anecdote qui vous a particulièrement marqué au sujet d'Eli Tomac, eh bien, mentionnez-le dans les commentaires et tout, débattez à ce sujet-là, ça pourrait être très intéressant. Bienvenue à vous, welcome back. Alors, Eli Tomac, il est né le 14 novembre 1992 à Durango, dans le Colorado, aux US. Son prénom complet c'est Elijah, il a un frère qui s'appelle Gregory et qui lui est pilote dans l'US Air Force. Alors ils ont une très bonne connexion tous les deux, Gregory c'est un des fans numéro 1 de son frère Eli, et puis voilà, c'est très bien, très bonne relation. Leurs parents c'est Cathy et John Tomac. Alors le papa, je suis forcément obligé de vous faire une parenthèse sur son parcours, parce qu'il va jouer un rôle essentiel dans la carrière du fiston. Alors le papa, il a déjà eu une très grosse carrière dans l'univers du deux roues et en particulier dans le VTT. C'est une véritable légende vivante de ce milieu-là. Alors John Tomac, plus connu sous le nom de Johnny T ou Tomac Attack, à 16 ans en 1984, il est devenu champion national des US en BMX avec un vélo Mongoose pour ceux à qui ça parle, et il va passer par à peu près toutes les disciplines, le cross-country, le DH, le trial. Il va remporter énormément de championnats, dont des championnats du monde, et il aura aussi une carrière pro en vélo de route. Il va même participer au Tour de France. Et en 1990, pour vous donner une idée, il va participer à plus de 100 courses dans l'année à travers l'Europe et les États-Unis. Il va même participer au Paris-Roubaix. 1991, ça marquera une année mémorable pour John Tomac, tout simplement parce que c'est sa plus grosse année de carrière. Il est champion du monde de cross-country, vice-champion en DH, il va remporter la Coupe du Monde, champion national des US. 90. John, an ex-BMX rider. It seems, Frank, for a BMX rider, these whoops, I remember him riding in the cross-country. John Tomac then. Il ouvrira son propre team, Tomac Racing, sa propre marque de vélo, Tomac Bicycle, même si ça s'estompera avec le temps. Il y avait une épreuve aussi dédiée au X-Games en 1998 à laquelle il participera, et sa carrière se terminera en 2005. Et si vous voulez, tous ces accomplissements, ça fait de lui une véritable légende vivante dans ce domaine-là. Il a même sa présence dans des musées aux US, ce qu'on appelle le Hall of Fame. Il est aussi considéré comme le père spirituel, celui qui a inspiré une discipline qui s'appelle le gravel, pour ceux à qui ça parle d'entre vous. En gros, c'est un vélo qui est très proche du cyclocross. Voilà. C'était pour la petite précision. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il a des sponsors, John Tomac, qui l'ont accompagné plus ou moins tout au long de sa carrière, comme Oakley, Bell et Troy Lee Design pour les peintures de casque. Et puis c'est des sponsors qui vont aussi accompagner Eli au fur et à mesure du temps. Donc vous imaginez bien qu'avec tout ce parcours, le papa, il a très bien gagné sa vie. Je finis un petit peu le côté historique concernant ses parents, parce que c'est important pour vous de comprendre ce qui se passe par la suite. Son père, après sa carrière, va décider d'acheter un ranch à Cortez dans le Colorado, qui fait l'équivalent de 800 acres, soit environ 324 hectares. Vous imaginez bien qu'il y a de quoi s'échauffer pour faire de la moto. C'est en fait une énorme ferme, il y a des animaux, des chevaux, c'est ouvert au public. Le ranch, il s'appelle le Flying T, et en 2015, là vous voyez la maman d'Eli, Cathy, présenter son propre vin parce qu'ils vont le fabriquer sur place, leur propre vin,
qui s'appellera aussi le Flying T. Voilà, ils organisent des événements de moto au fur et à mesure du temps dans ce ranch, et puis c'est aussi là qu'il y aura le tout premier terrain perso de motocross pour Eli, et puis par la suite 2 terrains de supercross, un terrain de motocross, et c'est finalement là où Eli Tomac passera le plus gros de son temps dans une année. Il y passe 9 mois et demi de l'année dans ce ranch avec son papa. Donc son papa, c'est tout simplement son manager, c'est lui qui s'occupe de gérer les contrats, c'est aussi son entraîneur, puis il garde toujours un œil sur Eli pour pouvoir corriger quoi que ce soit. Eli, il a absolument toute confiance en son papa évidemment, et puis son père, il est là aussi pour lui apporter toute son expérience qu'il a vécue sur le plan mental, sur le plan physique à travers sa carrière dans le vélo. Cette éthique de travail qu'il a appliquée en fait dans sa discipline, lui il le disait, il était prêt à tout donner pour pouvoir gagner, et il aimait gagner sans court-circuit, sans avoir de chance, sans tricherie. Son papa, il aimait gagner proprement, et c'est ce qu'il va transmettre à son fiston Eli. Et puis finalement c'est très intéressant parce qu'ils vont avoir tous les deux des très grosses carrières dans des disciplines relativement proches. Vous allez le voir au fur et à mesure dans ce que je vais vous raconter, mais tout est relativement simple en ce qui concerne Eli Tomac d'un point de vue relationnel. Il n'y a pas 36 trucs de manager qui débarquent de gauche à droite et tout. C'est extrêmement simple, ça file droit, ça bosse dur, et c'est tout. On est purement dans l'efficacité, ce qui correspond tout à fait à son style généreux qu'il a sur la moto. On va en reparler un petit peu plus tard. Ses débuts à moto, ça commence tout simplement à Noël. Il a à ce moment-là 4 ans. Il va demander un Piwi 50. Le papa Noël lui amène le Piwi 50, et c'est comme ça qu'il va faire ses débuts. Son père, à ce moment-là, il fait déjà de la bécane de cross. Il est en pleine activité. C'est pendant sa carrière sportive. Il aime bien faire de la bécane de cross comme ça, pour kiffer. Et donc il va avoir le choix entre faire du BMX ou de la moto, en tout cas pour être un petit peu plus assidu dans une des deux disciplines. Vous l'avez compris, il va choisir la moto. What kind of bike you got here, E? What is this? What? Yamaha? What size is it? What is it, Papa? PW50. Les débuts de sa carrière, ça va commencer sur le championnat AMA amateur à Loretta Lyns en 1999. Il est alors âgé de 6 ans. Alors, la course à Loretta Lyns, c'est un passage où il y a eu énormément de pilotes. On en entend beaucoup parler en Europe. Et qu'est-ce que c'est exactement? Je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Voilà, pour vous donner une petite info supplémentaire. Ship motocross. It's some of the most intense competition you'll find anywhere. Et cette course, elle existe grâce à une chanteuse qui s'appelle Loretta Lynn, et c'est une véritable légende de la musique country aux États-Unis. Elle a même son étoile à Hollywood et tout. Et donc en fait, dans les années 60, elle a acheté un ranch, donc qui s'appelle le Loretta Lyns Ranch, tout dédié aux amoureux de la musique country. Il y a des campings sur place, des restaurants, des commerces et tout. On peut même se baigner et tout machin. Voilà, c'est un grand espace. C'est l'équivalent d'environ 1400 hectares avec 300 places de camping. C'est énorme. Évidemment, ce spot, il va attirer l'œil d'un promoteur de course qui s'appelle Dave Combs, dont le fils Davey d'ailleurs travaille pour le magazine américain Racer X. Et puis il va tout simplement négocier avec la chanteuse, d'organiser une course de motocross amateur dans son ranch. Le ranch, il se trouve à Nashville, dans l'ouest du Tennessee. Elle adore l'idée, elle est hyper séduite par ce truc-là, elle va devenir fan et supportrice du motocross, et c'est comme ça qu'est née, la course, la Loretta Lyns, qui existe maintenant depuis 41 ans. Et qui a lieu évidemment chaque année au même endroit, dans ce ranch. Alors on y accueille les meilleurs pilotes, et il y a une sélection de ces pilotes-là, il y a des qualifications pour pouvoir accéder à cette course amateur, et on va retenir en fait les 42 meilleurs pilotes de chaque catégorie pour pouvoir courir à la Loretta Lyns. C'est devenu le cœur du motocross en famille, ça en fait une des plus grosses courses amateurs aux États-Unis. La première course en 1982, ça ressemblait à ça. À Loretta Lyns, il va donc empocher 8 titres amateurs AMA, et c'est ça dont on va parler tout de suite. Voilà, Eli Tomac, il est reconnaissable au numéro 43, il a alors une moto Cobra 50, petite machine très répandue aux US pour les enfants.
En 1999, il va terminer 29e en 50 en catégorie 4-6 ans. En 2000, 23e en 50 7-8 ans. En 2001, 9e en 50 7-8 ans aussi. Et 16e en 65 7-9 ans avec une KTM. Ce qu'il est important de noter, c'est que justement, en 2001, eh bien, il a son papa qui va s'inscrire aussi à la course amateur en vétéran à Loretta Lyns. Et il va remporter son seul et unique titre en motocross. Le but, si vous voulez, de faire cette course, c'est pas juste de se dire tiens, j'ai empoché un titre en motocross. C'est pour comprendre le mécanisme d'un athlète en motocross pour pouvoir faire progresser Eli par la suite. Lui, il va capter des choses sur la moto et puis il va les appliquer à son fils, tout simplement. Voyez, il n'y a pas de forcing, c'est une relation simple. Ils appliquent une méthode de travail, tout est sous contrôle. À ce moment-là, si vous voulez, Eli, il a des très bonnes aptitudes à faire du motocross, comme beaucoup d'enfants là-bas. En revanche, il ressemble pas encore tout à fait à ce que pourrait être un futur champion. Donc il va participer à des courses amateurs aussi pour pouvoir progresser en plus de la Loretta Lyns. Son papa va y reparticiper en 2002, il va terminer 4e en 65, alors si vous voulez, sur cette course-là, vous avez des catégories comme le 65 stock, 65 modifié, la même chose en 85, il y a la super mini, il y a aussi des limites d'âge, etc. Il y a énormément de catégories, on pourrait d'ailleurs un petit peu s'y perdre. Et à partir de 2003, il va passer chez Suzuki, Eli, et en plus de ça, il va prendre part chaque année à 2 catégories. Suzuki est très présent, vous avez des pilotes aussi comme Jason Anderson qui roulent là-dessus, donc on l'avait cité déjà précédemment dans les autres vidéos. Voilà, là encore, c'est une fabrique à champion. Et donc il va falloir attendre 2004 pour qu'il commence en fait à décrocher ses premiers titres amateurs sur cette course-là. Il n'y a qu'en 2005 où il chopera pas de titre. En 2006, il va aussi participer au championnat du monde 85 junior. Il va finir 3e. Derrière Alessandro Lupino et Ken Rogzen, on y verra aussi Marvin Musquin. C'était en Finlande, à Vantaa, sur le circuit de l'Avanco. En 2007 et en 2008, il va empocher les titres en 85 en Super Mini. Et fin 2008, il va signer un contrat avec Honda Geico, avec pour teammate Justin Barcia. Alors je vous en parlais précédemment de l'histoire des sponsors, notamment vis-à-vis de John Tomac. Je vous parlais de Oakley, Troy Lee Design, Bell, mais là vous voyez, avant de passer chez Honda, lorsqu'il était avec la petite Suzuki, il avait déjà le soutien de Troy Lee Design, Oakley, de Factory Connection aussi, et il était déjà supporté par des grosses pointures en fait de l'industrie du motocross. He's champion at 100 pounds. The lightweight champ. Let's hear it for Eli Tomac. Take it away, guys. And at 43, what great development he has shown in the last few years. He's got another gold medal. Let's hear it for the Suzuki man, Eli Tomac. Eli, you're on fire right now, bud. Yeah, I mean, I've been riding great all week and my endurance has been good. En 2009, il va se rechoper 2 titres de plus à la Loretta Lyns. Il va participer aussi au Mini-Oz. Hey, what's up? This is Eli Tomac. I ride for Geico Power Sports Factory Connection and we're Mini-Oz. Alors, le Mini-Oz, encore une fois, je vous fais une très courte parenthèse. C'est une course amateur aussi qui a lieu cette fois en Floride, au Gatorback Park Cycle. Le premier événement qu'il y a eu là-bas, c'était en 1972. C'est encore plus vieux que la Loretta Lyns. C'était un événement pour rassembler les passionnés de flat track, d'enduro, de motocross. Et ça, c'est le nom officiel de ça.
ça, c'est le Florida Winter National Mini Cycle Olympiad. Et c'est devenu Mini Oz. Voilà, tout simplement. Déjà dans les années 70, on compte plus de 700 participants. Aux US, c'est la folie. Il va y retrouver évidemment Ken Roczen, et vous verrez d'ailleurs avec Kenny, c'est finalement deux pilotes qui se sont un peu suivis tout au long de leur carrière, jusqu'à aujourd'hui. En même temps, sur tous ces championnats amateurs, on va retrouver aussi des pilotes comme Cooper Webb, Jason Anderson, Dean Wilson. Il y a toute cette génération de pilotes, forcément, ils sont un petit peu à peu près dans les mêmes tranches d'âge. Fin 2009, il termine l'année sur un succès, puisqu'il va remporter le championnat du monde en catégorie 125. On se trouve alors en Nouvelle-Zélande, à Taupo, exactement. Ah le temps était pas de la partie, hein. On arrive donc en 2010 et c'est là où va commencer la carrière professionnelle d'Eli Tomac en 250. Alors comme je vous le disais un petit peu en début de vidéo, on va surtout évoquer tout ce qui a marqué le plus l'histoire en fait du motocross concernant Eli. On va évoquer différents résultats, on va évoquer ses blessures aussi, et puis mettre l'accent sur ses victoires surtout, là où il a marqué l'histoire du motocross. J'espère que pour l'instant ça vous plaît, que vous êtes en train de dévorer vos cacahuètes. Pensez à vous abonner, encore une fois si vous... Voilà, un petit pouce vers le haut. C'est facile. C'est bon ? Allez, on continue. Pour ses débuts en pro, il va faire très fort dès le début. On va se retrouver à l'ouverture du championnat de motocross à Hankton et il va tout simplement gagner ses deux manches. Il va faire 1 et 1. Et ça va être le premier rider de l'histoire du motocross à remporter l'ouverture du championnat en tant que rookie. Tomac making a move for the lead, who's totally dialed in, but getting back to Kennard, you know, that's all mental. Tomac is gonna do it! How about this? In his first ever pro race, Eli Tomac wins at Hangtown. An unbelievable performance for that young man, 17 years old out of Colorado, and he has conquered the best. Là, il est reconnaissable au numéro 243. Il va finir 6ème de l'outdoor cette année-là. This is crazy. I don't even know what to think. I'm so excited that I'm not really excited. Alors là, vous entendez crier les fans, et ça, c'est que le début. Vous allez voir comment il fout le feu. C'est un malade. En 2011, il va faire ses débuts en Supercross à l'Ouest. 6 podiums durant la saison, 2 victoires. Il terminera 2ème du championnat de Supercross, 4ème en outdoor, et il faudra donc attendre 2012 pour qu'il remporte son premier titre en Supercross sur la côte ouest. 7 podiums, 5 victoires durant la saison, et c'était assez chaud parce que 3 épreuves avant la fin. Il va chuter à San Diego, terminer 20ème. Il va ensuite se battre avec Dean Wilson à l'épreuve suivante à Seattle pour la 3ème place. Wilson on the 15, Tomac right there. Tomac stands it up on the front wheel. Unbelievable. Come on. Hello, here he comes. Here he comes. Right to the inside. Who's going to have the line in the corner? Tomac, and then there's contact. It's open. Here he comes, right back inside and up inside. Here he comes. He's right there. Big contact. Et d'ailleurs, il témoignera un petit peu de cette bagarre à l'épreuve de Salt Lake City ensuite en disant ça. If you ride clean, I ride clean. If you ride dirty, I ride dirty. So. Ce qui signifie tout simplement, si tu roules clean, je roule clean. Si tu roules salement, je roule salement. Il s'adapte très très bien. Il est victorieux et voici son premier titre en Supercross aux US. Il va terminer 3ème sur l'outdoor avec 4 victoires d'épreuve. On le verra notamment en bagarre avec Blake Baggett. Trying to get a new line and carry some momentum. He gets the front wheel over one of them. Isn't enough. Oh, on the outside. Woo, barely able to keep it on the track. Et il fera une apparition aussi au Supercross de Paris-Bercy, à l'époque où il y avait les coursives. On se trouvait dans le fameux POPB, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, pour ceux qui ne savaient pas ce que voulait dire POPB. Voilà, et il terminera 2ème derrière Jake Weimer. Comment ça, il est déjà très très haut sur la réception, le gros freinage énorme. Un style différent de Jake Weimer, plus d'attaque, ouais, petite erreur à l'entrée des coursives.
Là, ça va vite. Ça va vite dans cette partie la plus rapide du circuit. C'est serré avec Justin Breton pour le moment. Oh, ah non, l'erreur. L'erreur, il a glissé à la réaccélération. Ouais, alors là, ça veut dire qu'il va tout faire pour rattraper ce temps perdu dans les whoops. En 2013, on en avait parlé dans la vidéo de Ken Roczen, évidemment ils sont tous les deux sur la côte ouest en Supercross en 250, et donc Ken Roczen c'est son seul titre en Supercross, ce qui signifie qu'il aille, mais forcément, il est derrière lui, et il va terminer deuxième du championnat à 2 points derrière Ken Roczen. Wow, look at that right there, Tomac. He's feeling the flow right now. But if there's one guy here today, Just on his racing, and he focused his way to a 13 season for the 250 class. Here we go. Here we go. How's he gonna take him? 5 victoires d'épreuve, de nombreuses batailles avec Kenny en SX et en motocross aussi, avec aussi encore une fois Blake Baggett. Next to Baggett. Baggett looks over at him. It's a drag race up the hill. Tomac was underneath him, scrubbing those jumps. He goes to the outside. Et il va finir premier en août d'or, 7 victoires, 12 podiums. Il fera ses débuts en 450 en Supercross cette année-là, il va participer à 4 épreuves. Son meilleur résultat, ça sera sur l'épreuve de Daytona, là où il va finir 4e. Et cette épreuve, gardez-le un petit peu en tête, puisque elle va devenir plus ou moins son fief à Eli Tomac. Cette épreuve mythique, il va marquer l'histoire à Daytona. On l'évoquait un petit peu plus tôt, ce pilotage généreux, consistant, et chez Eli Tomac, quand on le voit rouler, déjà à ce moment-là, il y a comme un effet en fait de domination. Vous l'avez compris, son arme secrète, c'est son papa. Alors là, à cette période-là, il va aussi s'entourer de Ryan Hughes. C'est un ancien pilote pro US avec des multiples victoires sur le championnat américain. Il s'entraîne très très fort, physiquement, et ça se ressent sur la moto. Je vous l'ai dit, tout est simple et efficace, mais c'est une bête. Voilà, c'est une machine ce mec. En fin d'année 2013, il participe au Motocross des Nations. Le Motocross des Nations, il a lieu à Tuchenthal en Allemagne. Les États-Unis vont finir 2e derrière la Belgique, qui participe avec Ryan Dungey et Justin Barcia. Et ce qui a marqué un petit peu cette épreuve, c'est finalement la remontée dans la première manche d'Eli Tomac. Il est à peu près 28e après le départ, enfin il est dans le troupeau tout au loin, et il va faire une remontée de fou pour aller se bagarrer pour la 2e place avec Ken Roczen, et il va nous faire une chute spectaculaire qui ressemble d'ailleurs un petit peu à celle de Chad Reed à Spring Creek quand il s'envole en l'air. Number 2, Ken Roczen, and number 8, Eli Tomac. Pick whichever order you want in terms of that. Oh! Horrendous Catches a big hole on takeoff. Eli Tomac had a Chad Reed moment there. Flying through the air like Superman, and he is picking himself up. But tout ça pour dire qu'il a fait une chute de dingo et qu'on aurait bien aimé voir la course jusqu'au bout sans la chute, parce que il était en train de réaliser un truc impressionnant. Il finira 2e à la 2e manche, en se battant encore une fois avec Ken Roczen. À ce moment-là, si vous voulez, ces deux pilotes qui ont un niveau relativement similaire, et puis que le meilleur gagne. Dès l'instant où il y en a un qui prend un départ un peu mieux que l'autre, il a plus ou moins l'avantage. 2014 va marquer son entrée en catégorie reine en 450. Et vous allez voir que de 2014 jusqu'à l'ouverture de la saison en 2016, ça va un peu piétiner pour Eli parce qu'il va notamment y avoir plusieurs blessures. Le championnat de Supercross commence à Anaheim 1, il va se chuter et se pincer un nerf dans l'épaule. Il finira 5e au classement du Supercross et on le verra faire une belle dernière course d'ailleurs à East Rutherford où il finira 2e. Puis c'est un championnat sur lequel on a vu des mecs comme Ryan Villopoto ou James Stewart, par terre aussi. Just like a year ago. 45 wins under his belt. Stewart has Stewart loses in the whoops. Et ce qui est intéressant, encore une fois, comme à l'image de Ken Roczen, c'est que c'est un pilote, si vous voulez, qui connaît aussi plusieurs générations d'autres pilotes prestigieux. Il va courir avec des mecs comme Ryan Villopoto, James Stewart, Ryan Dungey, Chad Reed, et puis aujourd'hui, il est toujours sur le devant de l'affiche avec une nouvelle génération de pilotes qui arrive et tout. Comme Kenny, lui aussi, il a traversé le temps. Après cette saison de Supercross, il va se blesser à l'entraînement avant l'ouverture de la saison en août d'or, et du coup, il va se casser la clavicule, ce qui va lui faire louper en fait le début du championnat. Et dès l'instant où il va revenir participer à ce championnat-là, il ne va faire que des podiums, sauf à Indiana où il finit 7e. Et il y a aussi cette mémorable victoire à Spring Creek où il se bat avec Ken Roczen. Enfin, la course, elle est juste folle. Je vous laisse regarder ça. Tomac had a line down to the inside of the entrance corner at the top. Let's see if he can get there. Look at him He set himself up. Here we go. He's got it. That's the line he tried a lap ago, and this time it works. Eli Tomac into the lead. Roczen's going to try to outbreak him downhill. Look at this. Wheeling into the bumps. Roczen scrubs it. And it worked. Panic for Roczen.
Kenny Lumgia there. Yeah. Actually, a friend of mine growing up in South Africa racing is the mechanic Ken Roxon. Serious business here. Nice line on the outside for Tomac. Roxon's going to try to square back up. Side by side again. Finally, Tomac has the lead and can make it stick. Wow. Eli Tomac just relentless. Ah, c'est dingo, hein. C'est dingo. Il finira 13e en août d'or. Il va reparticiper au Motocross des Nations qui cette fois a lieu en Lettonie, à Kegums. Et là encore, il va nous faire un truc complètement hallucinant. Pendant sa 3e manche, il va chuter au départ et il va nous faire une remontée de folie. Il est tout simplement déchaîné sur la piste. Et quand il y a son espèce de flow qui se met en marche, bah quand la machine elle est lancée, eh ben c'est mort. Il explose tout. Les virages, les trucs... Ça taille droit. Les autres, ils peuvent pas lutter. C'est mort. On va le voir doubler Dean Wilson. Leaving it all on the table here. Oh, and I believe this is it around the outside. Steven Frossard pour la France. Tonkov. Corners here through the hump just alongside pit lane. It is Siller. Makes it stick. Thomas out. But with 10 minutes and 2 laps to go. Il va se hisser du coup à la 3e place et ce qui va lui permettre aussi de hisser les États-Unis à la 3e place cette année-là au Motocross des Nations. C'est la France qui avait gagné avec Gauthier Paulin qui avait remporté ses manches où il avait fait 1 et 1. Il faisait équipe avec Steven Frossard et Dylan Ferrandis. Et puis en 2e place, on retrouve la Belgique. Ouverture du championnat de Supercross en 2015 à Anaheim 1 une nouvelle fois, c'est le pilote le plus rapide au qualif. Il va une nouvelle fois tomber à cette épreuve-là. Il va finir 20e. Problems for Eli Tomac. Oh no. Struggles once again. Et après, pendant la saison, il va nous taper 11 podiums, 3 victoires d'épreuves, comme ici celle à Phoenix en Arizona, où il est une nouvelle fois en bataille avec Roxen. And here's where Tomac goes to the outside. These two riders know each other so well. Okay, and Ricky, they've raced all the way through the end. 20. And fitness won't be an issue with these two. And Tomac, he's up front now. And Tomac has been quick out of the turn. The bar-to-bar battle continues. Eli Tomac wins it in Phoenix. On va assister à une véritable démonstration aussi pendant l'épreuve de Daytona où il est en roue arrière dans les hoops, bon malgré le fait qu'il finisse 2e. Smooth ground to ride on. Nice. Wow, that was pretty. Et il finira 2e du championnat derrière Ryan Dungey. En motocross, on assiste à un très très gros début de saison. Comme je vous le disais, il y a cet effet de domination. Il va littéralement gagner l'épreuve d'Angton, il va faire 1 et 1, là où il avait gagné d'ailleurs sa première course chez les pros en 2010. Et pour vous donner une idée, pendant le Moto 2, pendant la manche numéro 2, il va gagner la course avec 1 minute et demie d'avance sur Ryan Dungey qui est 2e. C'est un truc de fou. Il va ensuite remporter l'épreuve à Glen Helen et il va chuter à Thunder Valley, un petit peu comme la chute qu'avait subie James Stewart, d'ailleurs quasiment au même endroit. Tomac has just looked so comfortable all season. He's 5 for 5, looking for 6 for 6, and then And down. And slow to... Et donc là, blessure aux 2 épaules. Il espérait rouler le plus vite possible, seulement ces 2 épaules vont avoir besoin d'une chirurgie. Alors j'ai cru comprendre que son épaule droite, eh bien les médecins qui étaient sur place, ils lui ont d'ailleurs remis en place. L'épaule gauche, en fait, pour vous expliquer brièvement la blessure, parce que ça tape fort quand même, c'est très tassé, et il a une blessure en fait à la coiffe des rotateurs. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme un ensemble de tendons, de muscles, eh bien qui est complètement déplacé dans l'épaule, d'après ce que j'ai compris. Et donc pour ça, de toute façon, ça nécessite une chirurgie, bien que il s'est fait opérer des 2. Donc là, vous l'avez compris, fin de saison en août d'or. Et en fin 2015, il va changer de crèmerie pour passer chez Kawasaki Monster Energy. Alors je vous en ai déjà parlé, pour tous ces mecs-là, le but ultime aux États-Unis, c'est de remporter un titre en Supercross. Donc la vraie bagarre, elle est là. Il en a un en 250, maintenant le but c'est d'en obtenir un en 450. Sur le championnat de Supercross en 2016, il va finir 4e et il va commencer à marquer l'histoire. Je vous avais parlé de Daytona juste avant et c'est là où il va remporter sa première victoire sur l'épreuve de Daytona. Il va inscrire son nom à cette course mythique. Voilà, ça va devenir un peu son fief. Vous allez voir au fur et à mesure. Il va terminer 2e en motocross, derrière Ken Roczen
Rogzen, avec qui il est encore en bataille. Puis encore une fois, il est hyper impressionnant quand il éclate tout le virage là à l'extérieur. Fifth, Nicoletti sixth. Watch this. Oh, big run around the outside. All the way around for Tomac. He's got the drive, and he's going to be the crowd out going crazy here. C'est dingo. Vous voyez, c'est généreux. C'est pas fin comme le pilotage de Ken Rogzen. En revanche, le pilotage d'Eli Tomac, il est généreux et consistant. Voilà, consistant, c'est un très bon mot pour déterminer le pilotage d'Eli Tomac. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est remarqué, c'est parce qu'il y a cet effet machine chez lui. On le considère comme un des meilleurs pilotes de la planète et on va assister à une première confrontation avec les pilotes européens cette même année, en 2016. Puisque le MXGP, le championnat du monde, va s'inviter aux États-Unis et il va y avoir deux épreuves. La première a lieu en Caroline du Nord à Charlotte. Alors Eli, il va gagner. La deuxième, elle a lieu à Glen Helen. Là aussi, il va gagner. Et on va le voir faire l'extérieur à Kiroli pour enchaîner le trip juste après. Tomac launched himself into the lead on lap 8. Il va avoir des adversaires comme Antonio Cairoli ou encore Tim Geiger. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer par la suite, encore une fois, avec les Européens. Parce qu'il va se heurter dans les années qui vont suivre à un pilote, qui va venir un petit peu le chatouiller, qui va chatouiller un peu son ego aussi, qui va le chatouiller un peu beaucoup. Fin d'année 2016, on termine en empochant $1 million pour la Monster Energy Cup. Bien que à cette épreuve, pour la petite parenthèse, c'était plutôt à l'avantage de Ken Rogzen. Il va y avoir cette fameuse chute par l'avant là qui a marqué un petit peu les esprits. Bon, du coup, c'est Eli qui en sort victorieux. Foutre le feu au stadium, faire en sorte que les gens dans le stade restent debout parce qu'ils sont complètement fous, parce qu'il est en train de se passer pendant une course, Eli, il arrive à provoquer ce genre de truc. C'est ce qu'on va voir en 2017. They're tied at the top of the point standings. 2 riders, 3 races, tied atop the points. Drop the gate, let's fight for the championship. Might make a huge difference for Tomac. The one, here he comes inside. Got it. There's Tomac inside a Reed. There's another point. And quick lap. Bogle with the issues. He goes down. And Tomac flying. Here's he goes for a pass. And now no team orders necessary. Tomac, so he's catching Dungey too. Here we go. Here's Tomac. And around Anderson he goes. Oh, it's still tripled out of that attack mode as he closes in on Dungey. Tomac's there. But he makes a mistake. And Dungey comes back. Tomac again. That's been his spot. He slows him down, takes the inside. Tonight, it's Eli Tomac who lights the candles in Salt Lake. Believe to ride where you're that dominant. Cette course, elle a lieu à Salt Lake City et il est auteur d'une remontée complètement dingue, encore une fois. Donc là, il va s'attribuer la victoire. Cette saison de Supercross, c'est 11 podiums, dont 9 victoires. C'est dingo, encore une fois. Et si vous voulez, tout le monde croyait à son premier titre en 450 en Supercross. Il y aura évidemment une nouvelle victoire à l'épreuve de Daytona, seulement voilà, il va chuter à l'épreuve d'Arlington. On va le voir rentrer dans l'espace mécanique de la course de SX parce qu'il y a un petit pépin sur la moto, les mécanos vont couper la durite de frein avant et il terminera 15e de cette épreuve, ce qui a certainement provoqué un peu de chamboulement au classement final parce qu'il va se louper de 5 points derrière Ryan Dungey. En revanche, il va se rattraper en motocross, il va avoir son premier titre outdoor en 450 et puis il va les enchaîner les années d'après. 450, number 1 plate. Congratulations, man. Eli Tomac. We just said. Je vous le disais juste avant, il s'est heurté à une nouvelle difficulté. Et cette difficulté, c'est un pilote européen qui vient squatter un petit peu la scène américaine en fin d'année 2017, notamment à l'épreuve d'Ironman qui fait partie du championnat de outdoor. Et ce pilote, eh bien, c'est Jeffrey Herlings. Et ça va causer un petit peu de fil à retordre à Eli Tomac. Eli Tomac, il a son titre national en poche. En revanche, à l'épreuve d'Ironman, il a fait son seul all shot de l'année. Il perd la première place au profit de Jeffrey Herlings qui mène la course. Bon, il va finir par tomber. Il fera 6e de la deuxième manche. Et c'est Jeffrey Herlings qui va remporter la victoire à Ironman en faisant 1 et 1 pendant les manches. Et ils vont se retrouver une deuxième fois sur une épreuve du MXGP qui a aussi lieu cette année aux États-Unis, cette fois-ci à Jacksonville en Floride. But it was Eli Tomac who won race 1 from Herlings and Cairoli.
Eli, il va gagner la première manche, il finira 3e à la deuxième et Jeffrey Herlings, lui, il va faire 2 et 1, ce qui va lui offrir la victoire au classement final. Felt pretty good, but ended up catching up to me a little bit, and those guys were crushing at the front there, so gave it all we got. Il va se dire surpris en fait par les attaques et le niveau des pilotes européens, et l'histoire ne s'arrête pas là puisque fin 2018 a lieu le motocross des nations aux États-Unis à Red Bud. Alors juste avant ça, évidemment vous avez la saison de Supercross, il va finir 3e cette année-là. Je voulais juste vous dire que moi j'étais présent à l'épreuve de Daytona en tant que spectateur. C'était pendant mon trip aux États-Unis, à ce moment-là j'étais en Floride et j'ai été voir la course dans ce stade mythique. Et je peux vous dire un truc, c'est que c'était hyper impressionnant. Il y a eu un moment où il a fait une espèce de remontée durant la finale, suite à une chute au début de la course. Et il a fait un passage dans les hoops, il a mis tout le monde debout dans le public. Et ça, voir ça en vrai, c'est un truc de fou. C'est Justin Brighton qui va l'emporter cette année-là, et c'est la seule année qui l'empêche d'avoir des succès consécutifs à Daytona à partir de 2016. Ou si toutefois vous avez l'occasion de partir en vacances aux US et que vous vous offrez la possibilité d'aller voir une course là-bas, que ce soit de la moto ou de la voiture ou tout ce que vous voulez, franchement, je vous assure que ça vaut le coup d'œil si vous avez envie de vous faire plaisir comme ça, parce que c'est un spectacle bien qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Après c'est comme ça, c'est grandiose, c'est l'Amérique, mais vraiment ça vaut le coup d'aller voir. Les gens à côté de vous qui crient et tout, c'est des malades. T'as l'impression que tout le monde est déconnecté. C'est un truc de fou. Ils en ont rien à foutre du voisin à côté s'il lève pas les bras et tout, c'est des malades. Franchement, ça vaut le coup, c'est un super souvenir. 2018, il enchaîne avec un nouveau titre en motocross. We'll focus on the champion for the final race of the season. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment de rebondir sur cette histoire du motocross des nations. L'obsession d'Eli Tomac à ce moment-là, bien que vous disputez le motocross des nations en équipe, cette année-là, il est en équipe avec Justin Barcia et Aaron Plessinger, mais lui, son obsession, c'est de battre Jeffrey Herlings. Il a compris que c'était une pointure et il a tout simplement envie de prouver qu'il est le meilleur devant son public. Surtout qu'en plus, Herlings il va déclarer avoir envie de gagner les 2 manches auxquelles il va prendre part. Vous imaginez bien qu'Eli Tomac, il a définitivement envie de le battre. Après ses accomplissements aux US en motocross, il est très attendu pour se confronter aux Européens pour ce motocross des nations. Seulement voilà, dans la catégorie MXGP, Herlings il va finir 1 et 2 et Tomac 4 et 7. Alors ce sera peut-être pas forcément un souvenir qui va marquer le public américain. Évidemment, comme je vous le disais, les gars ils sont là pour gagner en équipe. De toute façon, Eli avec son équipe, ils ont envie de gagner. Mais si vous voulez, dans un coin de sa tête, il y a ce truc-là par rapport à Jeffrey Herlings, on peut éventuellement penser que ça l'a un petit peu perturbé, c'est possible. Et la preuve en est, c'est qu'il va avoir un témoignage à la Monster Energy Cup qui a lieu juste après. Alors les USA vont se classer 6e cette année-là. Donc les Pays-Bas avec Jeffrey Herlings finiront 3e. En deuxième, on retrouvera l'Italie. Et sur la plus haute marche du podium, une nouvelle fois, la France. Roger De Coster, par rapport à ça, parce que c'est lui qui encadre l'équipe américaine, et il le dit, c'est pas parce qu'on a été moins chanceux, ils ont conscience que les autres ont été meilleurs qu'eux sur cette épreuve-là. Il dit aussi que la priorité pour tous ces pilotes américains, c'est de gagner déjà le Supercross, ensuite le National, l'Outdoor, et ensuite il y a le reste. Et ce qu'il faudrait réussir à faire pour l'année suivante, là où ça a lieu à Assen, aux Pays-Bas, en 2019, ce serait par exemple former une même équipe comme celle-ci, et puis que les gars s'entraînent ensemble plusieurs semaines en avance dans les vraies conditions sablonneuses comme ils retrouveront à Seine. De toute façon, l'histoire sera vite réglée par rapport à ça puisque Kawasaki décidera de ne pas envoyer ses Riders Factory en fait pour le motocross des nations en 2019 qui sont Eli Tomac et Adam Cianciarulo. Le témoignage d'Eli Tomac dont je voulais vous faire part, il a lieu juste après cette course-là. C'est la Monster Energy Cup en fin d'année 2018 qui va remporter. Boom, Smith. Into that sand section. He gets right on the back of Stewart's wheel. Oh, now he gets right on the outside. He's got him. Lays on the throttle, jumps one more roller. Look at how far in he goes, and he's got Freezy, 2-time champion. It's right there. Get by Reed. Get by Reed. You hear Jesse Terry. Si vous voulez, Monster Energy, ils ont fait gagner cette année-là un pass à un fan pour venir faire un voyage à Las Vegas et assister à la course. Voilà, c'est un trip plutôt sympa. Et le fan, dans ce package-là, il a en plus
l'option que si il y a un rider pendant la soirée qui gagne les trois finales, parce que c'est un triple crown, donc s'il fait 1, 1 et 1, et bien le fan, et bien il remporte aussi $1 million comme le gagnant de la course. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien Eli Tomac remplit à perfection cette mission-là. Et donc il permet à Jesse Hebert, c'est lui le gagnant, il est entouré avec les Monster Girls et tout, lui il a passé une bonne soirée. Hein. On peut imaginer, à moins que ce soit déjà un mec blindé, mais généralement, quand vous gagnez $1 million comme ça, sans rien avoir à faire dans la soirée, il y a de quoi être content. Ça en referait plus d'un chez nous. Et juste après, il y a une conférence de presse qui a lieu après cette course-là, et puis il y a un journaliste qui taquine un petit peu d'ailleurs Eli, parce qu'il a fait une remontée phénoménale dans la 3e finale encore, et il a mis la foule en délire. On le taquine un petit peu parce que justement il était en train de remonter sur Joey Savaggi qui était en tête. Puis Joey Savaggi, on a l'impression qu'il le laisse plus ou moins passer, mais bon. En revanche, on lui pose la question de savoir ce qu'il a pensé de ce qui s'est passé pendant le motocross des nations, et puis lui, sa réponse, c'est de dire que c'est quelque chose qu'il le travaille énormément, et puis qu'il est prêt à rajouter à ce moment-là quelques années à sa carrière pour pouvoir prendre sa revanche sur ses pilotes européens. Aujourd'hui, on a même Jeffrey Herlings qu'en témoigne, qui parle d'Eli Tomac. Bon, de toute façon, il y a un énorme respect entre ces pilotes-là, et Jeffrey Herlings, il a totalement conscience que Eli Tomac, c'est Eli Tomac, quoi. C'est tous les deux, ces deux pointures. Et il se dit prêt, alors je vous parle de ça dans ce qui se passe actuellement, mais lui, Jeffrey, il se dit prêt à éventuellement avoir une course 1 contre 1 sur des manches de 30 minutes pour voir qui est le meilleur entre les deux. Ça serait rigolo si ça pouvait arriver dans le futur, on n'en sait rien, on verra bien. 2019, on y croit au titre en Supercross? 2019, nouvelle victoire à Daytona, 3e victoire sur cette course mythique, et il va une nouvelle fois être victime de malchance pendant la course d'Arlington. Il va chuter, un peu comme en 2017, il va finir 12e, il va voir quelques points lui échapper, et puis il finira vice-champion de Supercross derrière Cooper Webb cette année-là. En revanche, il va attraper un 3e titre en motocross, son 3e titre consécutif en 450. A motocross track. Roczen trying to stop Tomac. Tomac, a big charge down the inside. Roczen running the high line. It's able to do. Their lines will come together. Oh, Tomac's got it. They almost connect. Dominating fashion here at Washougal. This time he's got it. Tomac squares it up. Comes back out of in the sand rollers. Marvin's on the inside. Side over the jump. Musquin a slide edge. On le verra se battre avec Marvin Musquin, Ken Roczen encore une fois. Ça enchaîne très fort quand même. Alors à partir de là, on va arriver sur la saison 2020. Là, on va principalement évoquer en fait les victoires, les succès d'Eli Tomac pour mettre l'accent sur ses accomplissements. Vous allez voir que c'est dingo. La saison de Supercross en 2020, c'est 12 podiums, 7 victoires, et donc il décroche son premier titre de Supercross en catégorie reine. That outside line works for Tomac. That gets by him. He is going to make a counter move. There he goes. Comes into the whoops for the final time. He'll win number 3 in Tampa for 2020. And the 4 of them are also the top 4 in the overall standings as Tomac makes another bid. Pass right here, Rob. Quick work of it. And left-hand corner. Oh! Bobble, but he's got him. Eli Tomac leads the close, but the 50th Daytona Supercross is the new race leader here. And Tomac doing... Vous voyez comme quoi, faut être patient, faut persister, et puis faut être généreux, faut bosser, et puis c'est bon. Ça y est, il obtient enfin son premier titre en 450 en Supercross. En fin 2021 va s'opérer un nouveau changement, et il va donc signer pour le compte de Yamaha Star Racing.
Alors son papa, il le dit, finalement, ils auraient pu continuer à empocher les chèques chez Kawasaki, et puis continuer jusqu'à la fin de sa carrière comme ça, mais eux, ils ont des objectifs, ils ont envie de continuer de gagner des courses, éventuellement de gagner des championnats, ils sont motivés par la victoire. Et c'est un choix, c'est une décision qui va plutôt s'avérer extrêmement positive pour la suite. En 2022, on arrive sur la meilleure saison d'Eli Tomac. Il va tout simplement gagner les championnats majeurs auxquels il participe. Il va remporter un nouveau titre en Supercross, 11 podiums, 7 victoires. Eli Tomac, and he won again. Eli Tomac with Tomac takes the lead. Oh. There is now Eli Tomac is a 6-time Daytona Supercross. It is Eli Tomac that gets 5 in a row and wins in Seattle of Eli Tomac. Et en motocross, il va faire des podiums toute l'année, sauf à Fox Raceway 1 où il finit 4e. Mais bon, encore un nouveau titre en motocross. Et c'est vrai qu'il a dominé sans forcément être premier à toutes les épreuves, mais juste, il a dominé par son pilotage explosif en fait. Là, on va le voir en bataille à Spring Creek avec Chase Sexton, et c'est encore une fois complètement dingue. On the inside, he's trying to set up. Whoa! At JT, something's fired him up, and he's able to go 3 in, and he cut down and turned off nothing. Cette année, il prend part de nouveau au motocross des nations qui a une nouvelle fois lieu aux États-Unis, encore une fois à Redbud. Donc il fait équipe avec Chase Sexton et Justin Cooper. Ils vont emmener les États-Unis sur la plus haute marche du podium. Il va faire 1 et 6 pendant ses manches. Il participera à une épreuve du nouveau championnat du monde de Supercross de WSX à Cardiff en Angleterre où il finira premier toute la soirée. On le verra aussi faire une apparition au Supercross de Paris-Bercy où il finira 2e derrière Ken Roczen et il se fera remettre une récompense par les SP Awards. Donc c'est un événement de télévision si vous voulez, là où on remet des récompenses aux meilleurs athlètes et lui il va se voir décerner le prix de meilleur athlète masculin dans la catégorie des sports extrêmes. Et il avait reçu également un award en 2012 pour son premier titre en 250 en Supercross sur la côte ouest, remis par la FIM, si j'ai bien compris. En 2023, ça partait très fort. Il va égaler le nombre de victoires en Supercross de James Stewart, c'est-à-dire 50 à l'épreuve de Seattle. Alors là aussi, auteur d'une remontée de fou pour pouvoir finir premier, il a mis le mode machine activé. C'est un dingue. Bon, juste avant ça, on le verra se faire une frayeur à Anaheim 2 pendant le Triple Crown où à la dernière manche, il tente de dépasser Cooper Webb et puis il tombe dans les espèces de, je sais pas trop si c'est des bottes de paille ou dans les protections qu'il y a sur les côtés de la piste. Il va enchaîner sur sa 7e victoire à l'épreuve de Daytona. Et d'ailleurs, ça a été assez chaud pendant un moment avec Cooper Webb. En tout cas, il est alors leader du championnat, il a la plaque rouge et on va arriver sur l'épreuve de Denver. Il est en tête de la course et malheureusement, en fait, il va se mettre un petit peu long après un saut. C'est une espèce de simple table qui enchaîne sur un triple. Et là, à la réception, ça tape un petit peu fort juste après la réception de la table et donc il va se faire une rupture du tendon d'Achille. C'est pour ça qu'on le voit réceptionner d'ailleurs sur le triple. La roue arrière à la croche et tout, mais parce que la blessure s'était déjà déclenchée. Et puis ces blessures-là, elles sont dues en fait tout simplement à une trop grosse intensité, si vous voulez, dans des sports comme ça, dans des sports extrêmes comme celui-ci qui sont très exigeants physiquement. Ça arrive relativement fréquemment chez beaucoup d'athlètes de haut niveau et puis c'est assez long à se remettre en place aussi. Donc fin de saison de Supercross, il était en très bonne voie pour gagner encore un nouveau titre. C'est Chase Sexton cette année-là qui va l'emporter. Pas de saison MX évidemment, et puis dès l'instant où il va pouvoir remonter sur la moto en fin d'année 2023, son témoignage ça va être de dire que lui il n'a pas envie d'arrêter sa carrière sur un point comme ça, sur un point négatif. Il a envie de terminer d'une manière positive, en brillant. Et puis un petit peu plus tôt dans la saison, quand on lui pose la question « Quand est-ce que ta retraite arrive ?» en quelque sorte, eh bien, voici ce qu'il répond. Il est pas prêt, hein. Il est pas prêt à dire stop, Eli. Eli Tomac, en quelques chiffres, c'est quand même 32 victoires en motocross, derrière Ricky Carmichael qui en a 79 et Ryan Dungey 39. Bon alors de toute façon, faut savoir que Ricky Carmichael, c'est celui qui a gagné le plus de courses en motocross, le plus de championnats aussi en motocross et en supercross. Le nombre de victoires en supercross, il se fait détrôner par Jeremy McGrath avec 72 victoires, suivi de Eli Tomac, deuxième, avec 51 victoires en supercross, et donc ensuite James Stewart, on en parlait un peu plus tôt, qui lui en a 50. Évidemment, ça peut bouger un petit peu ce que je suis en train de vous dire, puisque la saison 2024 de supercross, elle est en cours. En attendant, à l'heure actuelle, c'est 2 titres de supercross en 450 et 4 titres de motocross en 4,5.
On arrive sur sa 12e saison de course en 2024. Alors il sait pas encore si c'est juste pour cette année-là ou si c'est encore pour 2 ans. Son père lui dit finalement en fait quand il sentira qu'il a un petit peu moins de motivation, moins l'envie de gagner, ce sera peut-être le moment de prendre sa retraite. Et ce qui pourrait être assez paradoxal finalement avec la façon de penser d'Eli Tomac, puisque lui il a le sentiment de se dire que l'envie de gagner des courses ne le quittera jamais. En même temps, quand vous passez votre vie comme ça, que votre quotidien est basé uniquement à la quête de réussir à devenir un champion de moto, eh bien c'est difficile de se détacher de ça et puis de se dire ça y est, c'est fini, je suis à la retraite. Tant qu'on est en forme, je pense qu'on a envie de poursuivre. En tout cas, lui, c'est ce qu'il veut plus ou moins dire. Son début de saison en 2024, il est un petit peu timide. Va falloir attendre l'épreuve d'Anaheim 2 pendant le triple crown justement, où il va un petit peu réveiller la bête, notamment pendant la dernière manche, il va faire un départ de fou et on ne le verra plus jusqu'à la fin de la course. Il gagne, voilà, avec l'aisance qu'on lui connaît, en mode machine. How can you not like to see this right here from Eli Tomac? You think about to Detroit. It's going to be a daytime race on NBC. Eli Tomac is back! Faut pas oublier aussi que Eli Tomac, par rapport à ses participations dans des courses en triple crown, donc avec celle-ci, ça fait 15 participations, et il a gagné 7 triple crown sur 15. Au moment de boucler cette vidéo, la dernière épreuve de Supercross en date, c'était l'épreuve de Détroit, et vous êtes sûrement curieux de savoir ce qui est arrivé à Eli. Il a perdu des places au fur et à mesure de la course pour finir 10e. Je vous parle de ça, il ne s'agit pas non plus d'une complète certitude. On a entendu parler de problèmes techniques, comme d'une crevaison, problème de suspension, ou éventuellement même un problème mental, comme peuvent d'ailleurs traverser beaucoup de sportifs de haut niveau, notamment quand il y a de la concurrence. On peut penser par exemple à Chase Sexton ou encore Jet Lawrence. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un réglage d'amortisseur optimisé pour terrain plutôt béton. Et comme à Détroit, finalement la nature du sol était plutôt soft, en fait, c'est une configuration qui emmène Eli sur l'avant de la moto, et ce qui provoque du coup un mal aux avant-bras, le arm pump. Et il avait d'ailleurs témoigné d'une situation similaire par rapport à la course de Fox Raceway 1 en 2022. C'était d'ailleurs la seule épreuve du championnat de motocross où il n'avait pas fait de podium. Plutôt que de risquer de se blesser en forçant davantage, il a préféré assurer. Le team Yamaha s'attendait à un terrain beaucoup plus dur, comme il était en fait pendant les années précédentes, et donc là en l'occurrence ça s'est avéré différent. Donc au vu de ses accomplissements, son but lorsqu'il est en piste, c'est de toute façon d'être devant, et c'est ce qu'il a toujours prouvé dans le passé. Donc la suite des choses, ça aura lieu à l'épreuve de Glendale, et on attend avec impatience qu'ils mettent le mode machine en route. En tout cas, vous l'avez compris, rappelez-vous d'une chose, c'est que son but avant tout c'est de gagner des courses, de gagner un nouveau titre, et puis voilà, c'est sa principale motivation. Et si vous avez envie de réaliser un rêve, là vous le voyez à travers son exemple à lui, le processus de bosser comme un fou, ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien. Processus machine. Et d'autant plus quand à la base, on n'a pas forcément de talent dans un truc qu'on a envie d'exploiter, t'as pas d'autre choix que de travailler comme un ouf, si t'as vraiment envie de réussir là-dedans. En tout cas, peu importe le talent de base qu'il y a concernant Eli, il a travaillé comme un malade pour en arriver là, pour faire de cette carrière un truc de dingue. Et il est tellement impressionnant que finalement, on a encore envie de le voir évoluer sur les différents championnats et puis de voir ce que ça donne. Donc là, il a 31 ans. Écoute, Eli, tu seras gentil de continuer à nous faire rêver encore un petit peu. Ça serait sympa, s'il te plaît. En tout cas, avec sa femme Jessica, ils ont 3 enfants, Lev, Noah et Lucas, et donc allez savoir si, la relève Tomac, si le nom Tomac ne va pas encore perdurer pendant des décennies dans un milieu de roues, dans un milieu tout-terrain. On ne sait pas, on verra ce que le futur réserve par rapport à ça. #SexyDad sur l'Instagram de Jessica. Écoutez, j'espère que cette histoire vous a plu, cette histoire de ce monstre qui est Eli Tomac. Merci d'avoir suivi si vous êtes encore là à ce moment-là. Pensez à vous abonner. Allez-y quand même mollo sur les cacahuètes, même si je vous l'accorde, c'est très très bon. Voilà. Et puis je vous dis à tôt bien pour de nouvelles aventures.